Tout le monde dans la pièce retenait son souffle. On aurait pu entendre une mouche voler dans le club le plus dangereux de New York. Lorenzo Valente, celui qu'on appelait le boucher de Brooklyn, tenait fermement par le cou une serveuse tremblante. Il ne voulait pas d'excuses, il voulait se divertir. Il pointa le canon de son arme vers le piano à queue poussiéreux dans le coin et ricana. « Joue quelque chose, ma chérie. Si tu m'ennuies, tu meurs. » Il pensait se moquer d'une inconnue maladroite. Il ne savait pas que la femme qui se tenait devant lui était un fantôme du passé. Il pensait avoir enterré un prodige qui avait tout perdu sauf son talent. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement sauvé sa vie. Cela a mis à genoux l'homme le plus puissant de la ville. Voici l'histoire de Sophie Bennett. La pluie martelait les vitres noircies de la Cage Dorée, un club privé réservé aux hommes, niché dans les recoins sombres du quartier des abattoirs. À l'intérieur, l'air sentait le cigare hors de prix, le cuir et la peur. Sophie Bennett ajusta son tablier, les mains légèrement tremblantes alors qu'elle équilibrait le plateau de verre en cristal. Elle travaillait ici depuis 3 semaines et chaque service lui donnait l'impression de marcher sur une corde raide au-dessus d'un nid de vipères. Les clients du Clionel n'étaient pas seulement riches, ils étaient dangereux. Des hommes vêtus de costumes en soie italienne, au regard vide, mais qui laissaient de gros pourboires et personne ne demandait à connaître leurs antécédents. Pour une femme qui cherchait à disparaître, cette cage dorée était parfaite. La table 4 a besoin d'être resservie. Le responsable de salle, un homme sournois nommé Rick, lui murmura à l'oreille. Et ne le regarde pas dans les yeux. Rick n'avait pas besoin de préciser de qui il s'agissait. L'atmosphère du club avait changé dès l'instant où Lorenzo Enzo Valente était entré. La musique s'était calmée, les rires étaient devenus plus forcés. Enzo était le chef de la famille criminelle Valente, un homme dont le nom était murmuré avec crainte du Bronx à Staten Island. Il était assis dans la grande banquette circulaire au centre de la salle, flanqué de 2 gardes du corps qui semblaient taillés dans le granit. Sophie prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur le sol, et s'approcha de la table. « Messieurs, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Elle tendit la main pour placer un nouveau verre de Macallan 25 devant Enzo. Enzo ne leva pas les yeux. Il était occupé à allumer une cigarette, la flamme illuminant les angles prédateurs de son visage. Il était d'une beauté ravageuse, à l'image d'une tempête qui est magnifique avant de détruire votre maison. Des cheveux foncés, des yeux encore plus foncés et une cicatrice traversant son sourcil gauche qui ne faisait qu'ajouter à son charme menaçant. Au moment où Sophie posait le verre, l'un des gardes du corps, une brute nommée Rocco, éclata de rire à une blague et tendit le bras, sa main lourde heurtant le coude de Sophie. Le plateau bascula. Le temps sembla ralentir. Sophie regarda avec horreur le liquide ambré jaillir du verre et éclabousser directement le revers du costume charbon immaculé de Lorenzo Valente. Tout le club se tut. Le pianiste dans le coin s'arrêta en plein accord. Enzo se figea. Il regarda lentement la tache qui s'étalait sur sa veste, puis leva les yeux vers Sophie. Ses yeux étaient vides de toute chaleur humaine. « Je suis vraiment désolé, monsieur », balbutia Sophie en attrapant une serviette et en tendant instinctivement la main pour essuyer la tache. C'était un accident. Rocco lui attrapa le poignet et le tordit douloureusement. « Ne le touche pas. » Enzo leva la main et Rocco la lâcha instantanément. Enzo se leva, la dominant de toute sa hauteur. Il déboutonna sa veste et la jeta sur le siège derrière lui. Il regarda Sophie comme si elle était un insecte qu'il ne savait pas s'il devait écraser ou étudier. « Rick !» aboya Enzo. Le directeur accourut, transpirant abondamment. « Monsieur Valente, je suis vraiment désolé. Elle est nouvelle, elle est maladroite. Je vais la licencier immédiatement. Je vais la faire taire, » dit Enzo doucement. Et Rick ferma la bouche avec un clic audible. Enzo s'approcha de Sophie. Il pouvait sentir sa peur, mais en dessous, il sentait autre chose. De la vanille et de la défiance. Elle tremblait. Oui, mais elle ne s'était pas enfuie. Elle fixait sa poitrine, refusant de croiser son regard, mais elle tenait bon. « Tu as ruiné un costume à 5 000 $, dit Enzo d'une voix grave. « Comment comptez-vous payer cette regatta? »« Je peux la rembourser en travaillant, » murmura Sophie. Enzo éclata d'un rire sec et humiliant. « Il vous faudrait travailler ici pendant 1 an pour payer les boutons. » Il regarda autour de lui d'un air ennuyé. Il était venu ici pour se détendre après une réunion épuisante avec la mafia russe, et maintenant il était mouillé et agacé.
Son regard se posa sur le piano à queue dans le coin. Le pianiste habituel, un vieil homme nommé Arthur, avait fui son siège dès que le verre s'était renversé. Une idée cruelle germa dans l'esprit d'Enzo. Il voulait voir cette fille se tortiller. Il voulait briser cette petite touche de défiance qu'il percevait en elle. « Tu sais, dit Enzo en tournant autour d'elle, Rick me dit que tu es inutile, maladroite, une perte de place. Rick m'a dit que tu étais inutile, maladroite, une perte de place. » Sophie ne dit rien, mais peut-être as-tu des talents cachés. Enzo lui saisit le menton, la forçant à le regarder. Ses yeux étaient d'un vert saisissant, grand et terrifié. « Tu joues ?» Il désigna le piano. Le cœur de Sophie battait à tout rompre. Elle n'avait pas touché un piano depuis 3 ans. Pas depuis l'incendie. Pas depuis que son père était mort et qu'elle s'appelait Sofia Castellan, la fille d'un juge disgracié. Elle avait enterré cette vie. « Non, mentit-elle. » Enzo sourit, dévoilant des dents blanches et régulières. C'était un sourire de loup. « Je pense que tu mens. Tu as de longs doigts, des doigts de pestiféré. » Il sortit son arme de son étui, un élégant Beretta noir, et la posa sur la table avec un bruit sourd. La salle retint son souffle. Voici le marché. Enzo annonça d'une voix qui porta dans tous les coins du club silencieux. Tu t'assois sur ce banc. Tu me joues quelque chose qui vaut la peine que j'y consacre mon temps. Si tu me divertis, j'oublierai le costume. Je te donnerai peut-être même un pourboire. Il se pencha vers elle, ses lèvres effleurant son oreille. Mais si tu refuses ou si tu joues comme un enfant, Rocco t'emmènera derrière et te donnera une leçon de respect. On se comprend? Sophie regarda le pistolet, puis Rocco qui faisait craquer ses doigts. Elle regarda Rick qui se détourna, refusant de l'aider. Elle n'avait pas le choix. « Je comprends », murmura-t-elle. « Bien. » Enzo se rassit, croisa les jambes et but une gorgée de son verre. « Impressionne-moi. » Le trajet jusqu'au piano lui sembla être une marche vers l'échafaud. Sophie sentait les regards de tous les gros bonnets de New York brûler son dos. Et elle sentait surtout le regard d'Enzo, lourd d'attente et de moquerie. Elle s'assit sur le banc en cuir. Il était encore chaud du précédent pianiste. Les touches lui souriaient, noires et blanches, prêtes à mordre. « Ne fais pas ça !» hurla une voix dans sa tête. « Si tu joues comme avant, il s'en rendra compte. Quelqu'un pourrait reconnaître son style. Tu es censé être Sophie Bennett, une lycéenne qui a abandonné ses études dans l'Ohio, pas Sofia Castellan, la prodige de Juilliard. » Mais l'image des poings lourds de Rocco lui traversa l'esprit. Elle le devait jouer. Elle le devait juste jouer assez bien pour survivre, mais pas assez bien pour qu'on se souvienne d'elle. Elle posa ses mains sur les touches. Ses doigts tremblaient. « Aujourd'hui, ma chérie !» cria Enzo depuis la cabine. Je perds patience. Sophie ferma les yeux. Elle prit d'une profonde inspiration, inhalant l'odeur du vieux bois et du vernis. L'instinct prit le dessus. Sa mémoire musculaire, endormie depuis 3 ans, se réveilla brusquement. Elle ne commença pas par quelque chose de simple. Elle ne pouvait pas. La peur, la colère, le chagrin des 3 dernières années, tout cela lui revint à l'esprit. Elle joua le premier accord du prélude en do dièse mineur de Rachmaninoff. Bam! Les accords lourds et inquiétants résonnèrent dans le club comme des cloches d'église annonçant des funérailles. C'était sombre, agressif et techniquement exigeant. Enzo, qui portait son verre à ses lèvres, s'arrêta. Il baissa le verre. Sophie oublia la pièce. Elle oublia le pistolet sur la table. Elle oublia qu'elle était serveuse. Elle était de retour au conservatoire, mettant toute son âme dans l'instrument. Ses doigts volaient sur les touches dans un mouvement flou. La partie centrale du morceau, agitée, frénétique, haletante, reflétait son propre cœur qui battait à toute vitesse. Elle jouait avec une violence qui choqua tout le monde. Ce n'était pas de la musique d'ambiance. C'était un cri de guerre. Elle se pencha sur le piano, ses cheveux tombant de leurs chignons désordonnés, cascadant sur son visage. Elle attaqua les touches, extrayant chaque once d'émotion de l'instrument. À la table, Enzo Balante restait immobile. Il connaissait la musique. Sa mère avait été chanteuse d'opéra avant que la vie ne l'engloutisse. Il savait que ce qu'il entendait n'était pas seulement bon. C'était de classe mondiale. C'était le genre de talent qui coûtait des milliers de dollars de l'heure à voir dans une salle de concert. Mais c'était plus que le talent. C'était la douleur.
Il pouvait entendre une profonde tristesse agonisante dans chaque note. Elle résonnait avec la noirceur à l'intérieur de lui. Pour la première fois depuis des années, quelque chose touchait l'espace froid et mort dans sa poitrine, là où se trouvait autrefois son cœur. Il regardait ses mains. Elles étaient rugueuses et marquées par les cicatrices dues au frottement des tables et à la vaisselle, mais elles bougeaient avec la grâce d'un cygne. Qui était-elle? Sophie frappa les dernières cordes tonitruantes. Le son resta suspendu dans l'air, vibrant contre des verres en cristal, avant de s'évanouir dans un silence absolu. Pendant 10 secondes, personne ne bougea. Personne ne respira. Sophie était affalée sur le clavier, la poitrine haletante, des gouttes de sueur perlant sur son front. La réalité de ce qu'elle venait de faire s'abattit sur elle. Elle s'était exposée. Elle leur avait montré la seule chose qui lui restait. Lentement, le son d'une seule personne applaudissant rompit le silence. Clap, clap, clap. Sophie se retourna. Enzo était debout. Il ne souriait plus. Son expression était intense, indéchiffrable. Il se dirigea vers la scène, ignorant ses gardes du corps qui se précipitaient pour le suivre. Il s'arrêta juste à côté du banc du piano. Sophie leva les yeux, terrifiée à l'idée qu'il allait la frapper pour avoir été trop bruyante, pour avoir été trop excessive. Au lieu de cela, Enzo tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts étaient chauds contre sa peau froide. « Ce n'était pas une serveuse qui jouait », dit Enzo doucement, sa voix dépourvue de la moquerie qu'il avait utilisée plus tôt. « Qui êtes-vous? »« Je suis juste Sophie, balbutia-t-elle en reculant. »« Menteuse, murmura-t-il. Il se tourna vers la salle qui était toujours sous le choc. « Tout le monde dehors, ordonna-t-il. »« Mais patron, commença Rocco, nous n'avons pas fini. »« Je vous ai dit de sortir, rugit Enzo en frappant du poing sur le couvercle du piano. Le bruit résonna comme un coup de feu. Videz la salle immédiatement. Les chaises raclèrent le sol. Les gens se précipitèrent. En moins de 2 minutes, la cage dorée était vide, à l'exception de Sophie, Enzo et ses 2 gardes qui se tenaient près de la porte. Enzo se retourna vers elle. L'air entre eux crépitait d'électricité. Il ne la regardait pas comme une servante, mais comme une énigme qu'il était désespéré de résoudre. « Tu me dois un costume, dit-il d'une voix séduisante. Mais je pense avoir trouvé un autre moyen pour toi de payer ta dette. » Sophie se leva, les jambes tremblantes. « Je devrais y aller, mon service est terminé. Ton service sera terminé quand je le dirai. » Enzo s'approcha d'elle, la plaquant contre le piano. Il l'emprisonna là, posant ses mains sur le bord de l'instrument de chaque côté de sa taille. « Tu ne vas nulle part, Sophie. Tu m'appartiens désormais, jusqu'à ce que je comprenne exactement qui tu es et pourquoi une virtuose sert des boissons à une racaille comme moi. »« Je ne suis pas une virtuose, insista-t-elle, bien que sa voix manquât de conviction. « On verra bien. » Enzo fouilla dans sa poche et en sortit un porte-billets en or. Il en retira un billet de 100 $ et le glissa dans la poche de son tablier, ses jointures effleurant sa poitrine. Sophie eut le souffle coupé. « Considère ça comme un acompte, dit Enzo. Demain soir, tu ne seras pas serveuse. Tu joueras pour moi seul. » Et si je refuse, Sophie défia, une étincelle du feu de son père revenant en elle. Enzo se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir le whisky et le tabac coûteux dans son haleine. « Alors je trouverai où tu habites, dit-il, et je te poserai les questions que je veux te poser. Et je ne pense pas que tu veuilles que je fouille dans ton passé, n'est-ce pas? Parce que des yeux comme les tiens cachent des secrets, et j'adore les secrets. » Il s'écarta, redressa sa cravate, ignorant la tâche, et fit signe à Rocco. « Ramène-la chez elle, ordonna Enzo. Assure-toi qu'elle arrive à sa porte en toute sécurité. Si elle essaie de s'enfuir, ramène-la au penthouse. » Alors qu'Enzo s'éloignait dans l'ombre du club, Sophie réalisa avec le cœur serré qu'elle n'avait pas seulement joué une chanson, elle avait joué le jeu du diable. Et ce diable ne voulait pas seulement sa musique. Il voulait son âme. Le soleil matinal n'apporta aucun soulagement. Il apporta un SUV noir aux vitres teintées. Sophie Bennett était assise sur le bord de son matelas, affaissée dans son petit studio du Queens. Les murs étaient fins comme du papier et vibraient au son de la télévision de ses voisins. Mais Sophie ne l'entendait pas. Tout ce qu'elle entendait, c'était l'écho de la voix d'Enzo Valente. « Tu m'appartiens désormais. » Elle avait passé la nuit à fixer la porte, attendant que le couperet tombe. Elle avait fait sa valise,
avec l'intention de s'enfuir pour prendre un bus Greyhound vers n'importe quelle destination, peut-être le Montana, ou au fin fond du Dakota. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée à 6 heures du matin, elle trouva un homme en costume sombre debout dans le couloir en train de lire le journal. Il ne dit pas un mot, se contenta de la regarder et de tapoter son oreillette. Il la surveillait. Elle était piégée. À 19 heures pile, on frappa à la porte. C'était Rocker. Le patron attend. Le géant grogna. Sophie lissa la simple robe noire qu'elle avait achetée dans une friperie. C'était de la plus belle chose qu'elle possédait, mais elle savait qu'elle avait l'air bon marché. Elle prit son manteau et le suivit. Le trajet jusqu'à Manhattan se fit en silence. Les lumières de la ville défilèrent derrière la vitre, formant des traînées rouges et dorées qui ressemblaient à des barreaux de prison. La voiture ne s'arrêta pas devant la cage dorée, mais devant un gratte-ciel de verre élégant surplombant Central Park, la Valent Tower. Rocco l'accompagna dans un ascenseur privé. Les chiffres défilèrent, 4640, 60. Sophie eut un haut le cœur. Ils sortirent directement dans un penthouse qui sentait le bois de teck et l'argent. La vue sur la ville était à couper le souffle. Une mer de diamants s'étendait en contrebas. Mais les yeux de Sophie furent attirés vers le centre de l'immense salon. Là, trônant comme une bête noire sur un tapis persane, se trouvait un piano à queue de concert Steinway Model D. C'était la Rolls-Royce des instruments. Enzo se tenait près de la baie vitrée, un verre de vin à la main. Il portait une chemise blanche, les boutons du haut défaits, les manches retroussées pour révéler des avant-bras musclés et tatoués. Il ne se retourna pas lorsqu'elle entra. « Savez-vous combien coûte un Steinway D, Sophie ?» demanda-t-il, sa voix se répercutant sur la vitre. « Environ 200 000 $, répondit-elle automatiquement avant de pouvoir se retenir. Enzo eut un sourire narquois. Pour une serveuse qui prétend avoir abandonné ses études secondaires dans l'Ohio, tu as des connaissances coûteuses. Il se dirigea vers une table basse où reposait un dossier ouvert. Il prit une feuille de papier. Sophie Bennett, lut-il à voix haute. Née à Dayton, parents décédés dans un accident de voiture en 2018, pas de frères et sœurs, numéro de sécurité sociale délivré étonnamment récemment. Il laissa tomber la feuille. C'est un bon faux. Mon contact au NYPD dit qu'il résiste à un scan de base, mais si on creuse plus profondément, c'est un fantôme. Il réduisit la distance entre eux, sa présence écrasante. Sophie dut pencher la tête en arrière pour le regarder dans les yeux. « De qui fuis-tu » demanda-t-il doucement. « Un ex-petit ami. La justice. Ou as-tu volé quelqu'un de plus dangereux que moi? » « Je n'ai rien volé, » dit Sophie, la voix tremblante mais ferme. « Je voulais juste prendre un nouveau départ. Est-ce un crime? Dans mon monde, les secrets sont une monnaie d'échange et en ce moment, tu as une dette. » Enzo fit un geste vers le piano. « Joue. Je l'ai fait accorder ce matin spécialement pour toi. Si tu me mènes encore sur ton talent, je demanderai à Rocco de te jeter du balcon. » Il la testait. Il voulait voir si la veille n'était qu'un coup de chance. Sophie se dirigea vers le piano. Elle s'assit sur le banc moelleux. Les touches étaient en ivoire, fraîches et lisses. Cet instrument était un chef-d'œuvre. Il ne demandait qu'à être joué. Malgré sa peur, une étincelle d'excitation s'alluma dans sa poitrine. Elle n'avait pas joué sur un piano de cette qualité depuis son dernier récital à Juilliard, avant que le procès de son père ne détruise tout. Elle commença à jouer la sonate au clair de lune de Beethoven, le 3e mouvement presto agitato. C'était une tempête de notes, rapide, furieuse, exigeante une précision absolue. Sophie laissa son anxiété se déverser dans la musique. Elle jouait pour la peur d'être retrouvée pour le père qu'elle n'avait pas pu sauver, pour la vie qu'elle avait dû assassiner pour survivre. Ses doigts volaient dans un mouvement flou, frappant les touches avec une puissance qui semblait impossible pour son corps mince. Enzo l'observait depuis le canapé. Il s'attendait à ce qu'elle soit douée. Mais là, c'était transcendant. Il voyait son visage se déformer sous l'effet de l'émotion, la façon dont elle se mordait la lèvre à mesure que le tempo s'accélérait. Elle ne se contentait pas de jouer des notes. Elle criait dans une langue que lui seul semblait comprendre. Enzo ressentit une étrange tension dans sa poitrine. C'était un homme qui avait affaire à la violence et au vice. Et pourtant, il y avait là quelque chose de pur. Quand elle eut terminé, le silence dans le penthouse était plus pesant qu'auparavant. « Sophia » dit Enzo. Sophie se figea.
Ses mains restèrent suspendues au-dessus des touches. Il avait deviné son nom, ou du moins la moitié. C'est un nom qui te va mieux. Il continua en s'approchant pour lui verser un verre d'eau. Il le posa sur le piano. Sophie est une fille timide qui renverse ses verres. Sophia, elle, est une tempête. Il s'appuya contre le piano, croisant les bras. Voici l'arrangement. Tu ne travailles plus au club. Tu ne sers plus de boisson à des voyous de bas étage qui te regardent comme un morceau de viande. Tu restes ici, dans l'aile réservée aux invités. Sophie se leva si vite que le banc racla le sol. Je ne peux pas vivre ici. Tu n'as pas de choix, dit Enzo froidement. J'ai passé quelques coups de fil aujourd'hui. Il semble qu'un homme du nom de Victor Draven ait posé des questions dans toute la ville à propos d'une fille aux yeux verts et dotée d'un talent particulier pour la musique classique. Sophie pâlit. Victor Draven, l'homme qui avait orchestré les accusations de corruption contre son père, l'homme qui avait envoyé le SMS la nuit où son père s'était suicidé dans sa cellule. Nous savons pour votre fille, monsieur le juge. Démissionnez ou elle le paiera. Tu connais Draven, murmura-t-elle. Je connais tout le monde, répondit Enzo. Draven est un serpent. Il travaille pour les Russes. S'il te cherche, il te trouvera dans ce trou à rats du Queens d'ici une semaine. Et quand il te trouvera, Enzo s'interrompit, laissant l'implication flotter dans l'air. Pourquoi m'aiderais-tu? Demanda Sophie, les larmes aux yeux. Je ne suis rien pour toi. Enzo tendit le pouce et lui caressa la mâchoire. Son toucher était rugueux, cailleux, mais étonnamment doux. Parce que tu as quelque chose que je veux, murmura-t-il. Tu as du feu et je me lasse de la glace qui règne dans cette ville, dit-il en reculant. Rocco t'apportera tes affaires. Tu es sous ma protection désormais, Sophia. Mais cette protection a un prix. Tu joueras pour moi tous les soirs et tu me diras la vérité. Tout. Sophie regarda l'homme qui était en quelque sorte son geôlier. Il était dangereux, mortel et terrifiant. Mais à l'extérieur de ces murs, Victor Draven la traquait. Elle était prise au piège entre un loup et un serpent. Elle choisit le loup. « Je m'appelle Sophia Castellan », dit-elle d'une voix à peine audible. Les yeux d'Enzo s'écarquillèrent légèrement. Castellan, la fille du juge Castellan. Elle acquiesça d'un signe de tête, une larme coulant enfin sur sa joue. Enzo jura doucement en italien. Il connaissait l'histoire. Tout le monde connaissait l'histoire du juge honnête qui avait été piégé et poussé au suicide 3 ans auparavant. La ville l'avait broyé. Enzo la regarda avec une nouvelle expression. Ce n'était plus seulement de la curiosité, c'était du respect. « Eh bien, Sophia Castellan, dit Enzo en levant son verre, bienvenue dans la famille. Voyons si nous pouvons te garder en vie assez longtemps pour terminer le concerto. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Sophia avait emménagé dans l'appartement terrasse des Valente. Sa vie avait pris un rythme étrange et opulent. Pendant la journée, elle était seule dans le vaste appartement. Elle avait accès à une bibliothèque remplie d'éditions originales, à une cuisine remplie de mets gastronomiques et bien sûr au Steinway. Elle s'exerçait pendant des heures, essayant de noyer l'anxiété qui bourdonnait constamment sous sa peau. Le soir, Enzo rentrait. Parfois, il était couvert de bleu. Parfois, il sentait la poudre à canon, mais il prenait toujours une douche, se changeait et s'asseyait avec un verre de scotch pour l'écouter jouer. Il parlait rarement pendant ses séances, mais son regard ne la quittait jamais. C'était intime d'une manière qui donnait la chair de poule à Sophia, non pas par peur, mais par une chaleur magnétique déroutante. Elle apprenait qu'Enzo Valente était un homme plein de contradictions. Il était impitoyable avec ses ennemis. Elle l'entendait commander des assassinats au téléphone aussi naturellement qu'il commandait une pizza, mais il la traitait avec une étrange révérence possessive. Il ne la touchait jamais sans sa permission, ne lui imposait jamais ses désirs. Il se contentait de la regarder et de l'écouter, comme si sa musique était la seule chose qui tenait ses propres démons à distance. Puis vint l'invitation. « Mets ça », dit Enzo un mardi soir, en jetant un sac à vêtements sur le canapé. Sophia l'ouvrit pour découvrir une robe en soie vert émeraude, dos nu et audacieuse. « C'est pour quoi faire? Le gala de charité du maire », répondit Enzo en ajustant ses boutons de manchette. « Nous sortons. Je ne peux pas sortir », paniqua Sophia. « Draven sera là. » Enzo l'interrompit. « C'est exactement pour ça que nous y allons. » Sophia le fixa du regard. « Tu es fou? Tu as dit qu'il me cherchait. Il cherche une fille effrayée qui se cache dans l'ombre, dit Enzo en s'approchant d'elle. Il lui saisit les épaules.
Il ne cherche pas la femme au bras de Lorenzo Valente. Te cacher te fait passer pour coupable, Sofia. Entrer dans la tanière du lion avec le plus grand prédateur de la jungle te rend intouchable. Tu m'utilises comme appât, l'accusa-t-elle. Je t'utilise pour envoyer un message, corrigea-t-il. Que tu es à moi, et personne ne touche à ce qui m'appartient. 1 heure plus tard, Sofia se regarda dans le miroir et ne se reconnut pas. La robe épousait ses courbes comme une seconde peau. Ses cheveux étaient relevés en un élégant chignon, dévoilant la longue ligne de son cou. Enzo lui avait offert un collier, un magnifique rang de diamants et d'émeraudes. Il appartenait à ma mère, avait-il simplement dit en le passant autour de son cou. Son poids lui donnait l'impression d'un collier, mais aussi d'une armure. Ils arrivèrent au Metropolitan Museum of Art, où se tenait le gala. Les flashs des paparazzi l'aveuglèrent lorsqu'ils sortirent de la limousine. Enzo posa une main dans le creux de son dos, la guidant à travers le chaos. Son contact était rassurant. À l'intérieur, le temple de Dendor avait été transformé en salle de bal. L'élite de New York était représentée par ses politiciens, ses célébrités et les chefs du crime qui tiraient des ficelles. Sofia gardait la tête haute, mettant à profit la présence scénique qu'elle avait apprise au conservatoire. Elle sentit immédiatement les regards posés sur elle. Les hommes la regardaient avec convoitise. Les femmes la regardaient avec envie. Mais lorsqu'ils voyaient le regard froid d'Enzo, ils détournaient rapidement les yeux. « Respire », lui murmura Enzo à l'oreille. « Tu t'en sors très bien. » Ils firent le tour de la salle. Enzo la présenta simplement comme Sofia, sans donner de nom de famille, ce qui ne fit qu'alimenter le mystère. Elle se fraya un chemin à travers les conversations, le cœur battant à tout rompre. Puis elle le vit. Victor Draven se tenait près de la fontaine à champagne. Il était exactement comme dans ses cauchemars. Les cheveux gris lissés en arrière, un visage de furet et des yeux dépourvus de toute moralité. Il riait avec le commissaire de police. Sofia eut le souffle coupé, sa vision se brouilla. Les bruits de la fête, le tintement des verres, le quatuor à cordes s'estompèrent dans un bourdonnement aigu. Elle eut la sensation fantomatique de sentir la main froide de son père dans la sienne à la morgue. Draven se retourna, son regard balaya la foule et se posa sur elle. Il fronça les sourcils. Il pencha la tête, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Il fit un pas vers elle. Sofia trébucha en arrière et heurta un serveur. Un plateau de flûte s'écrasa sur le sol. Le bruit fit taire la foule voisine. Draven s'approchait, ses yeux rivés sur les siens comme un radar. Il savait. Soudain, un mur de tissu noir lui bloqua la vue. Enzo s'était placé devant elle. « Victor », dit Enzo d'une voix tonitruante et joviale, bien que son regard fût meurtrier. « Je ne savais pas qu'ils laissaient entrer les rats dans le musée. Je pensais qu'ils avaient des exterminateurs pour ça. » Draven cessa de forcer son sourire. « Lorenzo, toujours un plaisir. Et qui est votre charmante compagne? Elle me semble familière. » Enzo ne bougea pas d'un pouce. Il dégageait une menace si palpable que les gens autour d'eux reculèrent d'un pas. Elle ressemble à la future Madame Valente. Enzo mentit avec aisance, assez fort pour que les chroniqueurs People à proximité l'entendent. Un murmure parcourut la foule. Sofia leva les yeux vers le large dos d'Enzo sous le choc. « Vraiment ?» ricana Draven, essayant de regarder autour d'Enzo pour voir Sofia. « J'aurais juré qu'elle était la fille d'un vieil ami, un juge. » Enzo s'approcha de Draven, envahissant son espace personnel. Il baissa la voix, mais Sofia entendit chaque mot. « Écoute-moi bien, Victor. Si tu la regardes encore une fois, je t'arrache les yeux. Si tu prononces son nom, je te coupe la langue. Elle est avec moi. Cela signifie qu'elle est morte pour ton monde. Tu comprends? » Le sourire de Draven vacilla. Il regarda les poings serrés d'Enzo, puis les soldats Valente qui s'étaient discrètement matérialisés depuis les ombres de la pièce. « Je comprends, » murmura Draven. « C'est ma faute. C'était juste une ressemblance. »« Bien, » dit Enzo. Il se retourna vers Sofia, son visage s'adoucissant instantanément. « Dansons. » Il l'entraîna sur la piste de danse avant qu'elle n'ait le temps de protester. Le quatuor à cordes entama une valse. Enzo la serra contre lui, sa main chaude sur sa taille. « Tu as menti, » murmura Sofia, les jambes encore tremblantes. « Madame Valente, c'était le seul moyen de le faire reculer définitivement, » dit Enzo en la faisant tourner. « Si tu es ma fiancée, tu es intouchable par les lois de la commission. Tuer une femme, c'est déclencher une guerre. Tuer une petite amie, c'est juste une affaire. Donc, ce n'est qu'une tactique, dit-elle,
ressentant une étrange déception qu'elle ne pouvait expliquer. Enzo la regarda. Les lumières du gala se reflétaient dans ses yeux sombres. Il la serra un peu plus fort contre lui, de sorte que leurs corps se pressaient l'un contre l'autre. « Je n'ai pas dit ça, » murmura-t-il. Pendant un instant, le danger représenté par Draven et le passé s'estompa. Il n'y avait plus que la musique et l'homme qui l'avaient sauvé. Mais ce moment fut brisé lorsqu'un homme s'approcha d'eux sur la piste de danse. C'était Luca, le consiglier d'Enzo. Il était pâle. « Enzo, » murmura Luca d'un ton pressant. « Nous avons un problème. La police vient de faire une descente dans l'entrepôt du Bronx. Quelqu'un les a informés de la cargaison. » Enzo cessa de danser, son visage se durcit. « Qui ?» demanda-t-il. On dit que Luca jeta un regard nerveux à Sofia. On dit que l'information provenait d'une cabine téléphonique dans le Queens il y a 2 semaines, le jour où elle avait disparu de son appartement. Enzo lâcha lentement Sofia. Il la regarda, la chaleur dans ses yeux instantanément remplacée par une suspicion glaciale. « Le Queens » répéta Enzo. « Enzo, non !» Sofia secoua la tête, réalisant ce qui se passait. « Je ne l'ai pas fait monter dans la voiture » ordonna Enzo à Luca, la voix dénuée d'émotion. « Ramène-la à l'appartement. Enferme-la dans la chambre. »« Enzo, s'il te plaît. »« Ce n'était pas moi » cria Sofia alors que Luca l'attrapait par le bras. Enzo lui tourna le dos et se dirigea vers la sortie pour s'occuper de sa guerre. Le conte de fées était terminé. La bête était de retour. Le penthouse, autrefois sanctuaire de musique et de chaleur inattendue, s'était transformé en une prison froide et stérile. Enzo ne revint pas avant 3 heures. Lorsqu'il franchit enfin les doubles portes, la température de l'air sembla baisser de 10 degrés Celsius. Il avait retiré sa veste de smoking et sa cravate. Sa chemise blanche était tachée de sang frais, qui n'était pas le sien. Ses jointures étaient à vif. Sofia était assise sur le canapé, les mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Elle se leva immédiatement lorsqu'il entra. « Enzo. » Elle commença à parler d'une voix tremblante. « Tu dois m'écouter. » Enzo l'ignora. Il se dirigea directement vers le bar, se servit un verre de vodka et le vida d'un trait. Il posa le verre avec violence, le brisant en 1000 morceaux. « J'ai perdu 5 hommes ce soir » dit Enzo d'une voix grave et terrifiante. Il se tourna vers elle. Ses yeux étaient morts. La chaleur qu'elle avait vue sur la piste de danse avait disparu, remplacée par un abîme. 5 hommes bons, pères, frères, parce que la police savait exactement où être et quand être là. « Je ne leur ai rien dit » s'écria Sofia, les larmes coulant sur son visage. « Je ne sais même pas où se trouvent vos entrepôts. Je suis enfermé dans cet appartement depuis 2 semaines. L'information provenait d'une cabine téléphonique à 2 pâtés de maison de votre ancien appartement. » Enzo grogna et s'avança vers elle. Il ressemblait à un prédateur acculant sa proie blessée. « L'heure correspond à celle de la veille du jour où Rocco est venu vous chercher. Tu as passé l'appel, puis tu as attendu que nous venions te chercher. C'était un piège depuis le début. Draven t'a envoyé pour m'infiltrer. » « Non. » Sofia recula jusqu'à heurter le bord du piano. « Draven a tué mon père. Pourquoi travaillerais-je pour lui? L'argent, la peur, le pouvoir. » Enzo s'arrêta à quelques centimètres d'elle. « Peu importe. Ce qui compte, c'est que je t'ai laissé entrer. Je t'ai laissé jouer de mon piano. Je t'ai laissé porter le collier de ma mère. » Il tendit la main et arracha le collier d'émeraude de son cou. Le fermoir se brisa, égratignant sa peau, mais elle était trop terrifiée pour ressentir la douleur. « Je t'ai fait confiance » murmura Enzo, et le chagrin dans sa voix était plus effrayant que sa colère. « Et c'est une erreur que je ne commets jamais. » « Eno, regarde-moi. » Sofia lui saisit la main, risquant tout. « Si j'étais une espionne, je me serais enfuie ce soir pendant le gala. Je serais allé voir Draven pendant que tu étais distrait. Je suis resté. Je suis resté parce qu'elle a faibli. Pourquoi? » Enzo la défia du regard, cherchant un mensonge dans ses yeux. « Parce que je me sens en sécurité avec toi. » Elle avoua d'une voix à peine audible. « Parce que tu es le seul qui m'écoute vraiment. » Enzo la fixa du regard. Pendant 1 seconde, son masque tomba. Il voulait la croire. Il voulait la serrer dans ses bras et oublier le sang sur ses mains. Mais dans son monde, l'amour était une faiblesse et la confiance une condamnation à mort. Il retira sa main comme si elle l'avait brûlée. « La sécurité est une illusion, » dit-il froidement. « Et tu as fini de jouer. » Il se dirigea vers le Steinway. Il attrapa le couvercle et le referma d'un coup sec,
dans un fracas assourdissant. Il sortit une petite clé en or de sa poche, verrouilla le couvercle sur les touches, puis se dirigea vers la porte du balcon et jeta la clé dans la nuit new-yorkaise. Sophia poussa un cri de douleur physique pure. « Non, silence, ordonna Enzo. Tu ne joues plus. Tu ne parles que si on t'adresse la parole. Tu resteras dans cette pièce jusqu'à ce que je décide quoi faire de toi. Si tu essayes de quitter les gardes à l'extérieur, nous ne serons pas aussi gentils que Rocco. Tu ferais aussi bien de me tuer, sanglota Sophia en s'effondrant sur le sol. Prendre la musique, ça me tue. Je sais, dit Enzo. Il la regarda une dernière fois, un éclair de regret se mêlant à sa rage. C'est pour ça que je l'ai fait. Il se retourna et sortit, la laissant dans le silence assourdissant du penthouse. Pendant les 2 jours qui suivirent, Sophia vécut dans un brouillard gris. Elle ne mangeait pas. Elle ne dormait pas. Elle s'asseyait près du piano fermé à clé, suivant le grain du bois avec ses doigts, entendant la musique dans sa tête, mais incapable de la libérer. C'était une torture psychologique pire que toute douleur physique qu'Enzo aurait pu lui infliger. Elle passait son temps à repasser les événements dans sa tête. L'appel depuis la cabine téléphonique, le timing. Qui d'autre était au courant? Qui d'autre aurait pu lui tendre un piège? Cela devait être quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un qui savait qu'Enzo l'avait trouvé. Quelqu'un qui voulait détruire la concentration d'Enzo. La 3e nuit, une tempête s'abattit sur la ville. Le tonnerre fit trembler les parois de verre du penthouse. L'ascenseur sonna. Sophia leva les yeux, s'attendant à voir Enzo. Mais ce n'était pas Enzo. C'était Luca, le conigliera. Il entra en souriant. Mais ce n'était pas le sourire poli qu'il arborait d'habitude. C'était un rictus. Il tenait un pistolet dans sa main. « Bonsoir, mademoiselle Castellan », dit Luca d'un ton suave. « Faites vos valises, nous partons en voyage. »« Où est Enzo ?» demanda Sophia en se levant. Une peur glaciale lui noua l'estomac. « Enzo est en route pour une réunion au dock, un sommet de paix que j'ai organisé avec Draven. » Luca ricana. « Il pense qu'il va négocier pour ta vie. Il va se jeter dans la gueule du loup. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Elle comprit tout. « C'était toi, murmura-t-elle. C'est toi qui as appelé. C'est toi qui as prévenu les flics. » « Très bien. » Luca applaudit lentement. « Je savais que tu étais intelligente. Oui, c'était de moi. Tu vois, Enzo s'est adouci. Depuis que tu es arrivé avec tes yeux tristes et ton piano, il est distrait. Il n'est plus le boucher. C'est un chiot amoureux, et la famille Levalente ne peut pas être dirigée par un chiot. » Il leva son arme. « Draven m'a promis le territoire si je lui livrais la tête d'Enzo. Et toi? Tu es la cerise sur le gâteau. Draven a encore des projets pour la fille du juge. » « Il te tuera, dit Sophia, sa voix trouvant de la force dans sa colère. « Enzo te tuera. Enzo sera mort dans 1 heure, rétorqua Luca. « Maintenant, bouge. » Il l'attrapa par le bras et la traîna vers l'ascenseur. Sophia se débattit, donnant des coups de pied et griffant, mais Luca était plus fort. Il lui donna un coup de crosse sur la tempe. Tout devint noir devant ses yeux. Ses genoux se dérobèrent sous elle. « Pathétique, » cracha Luca. Il traîna son corps à demi inconscient dans l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient, Sophia ne pensait qu'à Enzo. Il marchait droit dans un piège à cause d'elle. Elle devait le prévenir. Mais alors que l'obscurité l'envahissait, le silence du piano fermé à clé semblait crier son nom. Les quais de Red Hook empestaient le poisson pourri et la violence imminente. Enzo Valente sortit de son SUV blindé. La pluie fouettait son visage, emportant le gel dans ses cheveux, le rendant plus sauvage, plus dangereux. Il était seul. Il avait dit à ses hommes de rester en retrait. C'était une négociation. Il se dirigea vers l'entrepôt désigné, l'entrepôt 4B. La porte métallique coulissante était entr'ouverte, révélant un intérieur faiblement éclairé. Quelque chose ne tournait pas rond. Les poils de sa nuque se hérissèrent. C'était trop calme. Draven était un homme qui aimait le tapage. Il ne se serait pas rendu à un rendez-vous sans garde visible. Enzo vérifia le Beretta à sa ceinture. Il poussa la porte. « Draven » cria-t-il, sa voix résonnant dans le vaste espace vide. « Je suis là. Finissons-en. » Pas de réponse, juste le bruit de la pluie qui tambourinait sur le toit en tôle. Enzo s'enfonça dans l'entrepôt. Au centre de la pièce, posée sur une caisse en bois, se trouvait un petit haut-parleur portable. Elle diffusait de la musique. Enzo s'arrêta. Il reconnut immédiatement le morceau. C'était l'enregistrement de Sophia jouant la sonate au clair de lune,
celui qu'il avait secrètement enregistré sur son téléphone la première nuit où elle était venue dans le penthouse. Son cœur battait à tout rompre. C'est un piège. Il se retourna brusquement, sortit son arme au moment où les projecteurs s'allumaient, l'aveuglant. « Bravo !» cria une voix depuis la passerelle au-dessus. Enzo plissa les yeux face à la lumière aveuglante. Victor Draven se tenait debout sur la rampe métallique, regardant vers le bas comme un roi dans son château. À côté de lui, attachée à une chaise, la bouche recouverte de rubans adhésifs, se trouvait Sophia. Elle était consciente. Son œil était gonflé et fermé, du sang coulait sur son front. Elle se débattait contre les cordes, ses yeux lui lançant un avertissement. Et à côté de Draven, tenant un détonateur à distance, se tenait Luca. « Luca », dit Enzo d'une voix calme, bien qu'un volcan de rage éclatait en lui. « J'aurais dû m'en douter. Tu as toujours eu le regard fuyant. »« Ce ne sont que des affaires, Enzo, » cria Luca. « Tu as perdu ton avantage. Tu as laissé une femme compromettre la famille. »« Je ne fais que corriger le tir en nous vendant aux Russes, » Enzo cracha. « Tu crois que Draven te laissera en vie? Tu es un traître, Luca. Les traîtres n'ont pas droit à la retraite. » Draven rit. « Il a raison, Luca, mais pour l'instant, tu nous es utile. » Draven se pencha par-dessus la balustrade. « Voici la situation, Valenté. Tu poses ton arme par terre, tu la repousses du pied, puis mes hommes descendront et te battront à mort. Si tu résistes, si tu bouges ne serait-ce qu'un doigt, Luca appuiera sur ce bouton et la charmante Sophia deviendra un feu d'artifice. Elle est assise sur environ 5 kilos de C4. Enzo regarda Sophia. Elle secouait frénétiquement la tête, étouffant ses cris derrière le ruban adhésif. « Ne fais pas ça. » Elle essayait de lui dire de s'enfuir. Mais Enzo Valente ne s'enfuit pas et il ne quitta certainement pas ce qui lui appartenait. Il regarda Sophia. Il croisa son regard. À cet instant, une communication silencieuse s'établit entre eux. Il avait besoin qu'elle lui fasse confiance une dernière fois. « D'accord, » cria Enzo, « tu as gagné. » Il se baissa lentement et posa son arme sur le sol en béton. Il la repoussa d'un coup de pied. Elle roula à travers la pièce. « Tu es malin, » railla Draven. Il siffla. 12 hommes armés émergèrent de l'ombre des conteneurs. Ils étaient équipés de battes de baseball, de chaînes et de couteaux. Ils voulaient que ce soit douloureux. Enzo se tenait au centre du cercle, les mains dans l'air. « Allez, » grogna Enzo. « Qui veut mourir en premier? » Le premier homme se jeta sur lui avec une batte. Enzo esquiva, se déplaçant avec la rapidité d'un boxeur. Il frappa l'homme à la gorge, lui brisant la trachée. L'homme s'effondra. Le chaos commença. Ce fut un massacre. Enzo était un tourbillon de violence. Il utilisa leurs propres armes contre eux. Il brisa des bras, fracassa des genoux. Il ne se battait pas comme un homme, mais comme un démon possédé. Il se battait pour la femme attachée à la chaise au-dessus de lui. Sur la passerelle, Luca regardait avec horreur. Il les tue tous. Tire-lui dessus. « Non, » ordonna Draven. « Je veux le voir saigner. » Sophia vit sa chance. Luca était distrait par le combat en contrebas. Il avait posé la télécommande du détonateur sur la rampe pour se pencher. Elle ne pouvait pas utiliser ses mains, mais elle avait ses jambes et elle avait le sens du rythme. Elle commença à balancer la chaise d'avant en arrière. 1, 2, 3, 1, 2, 3 comme un métronome. Luca ne remarqua rien. Il criait après les hommes en contrebas. Enzo était épuisé. Il avait reçu un coup de couteau à l'épaule et un coup de batte dans les côtes. Il respirait difficilement, entouré de 6 hommes encore debout. Sophia se balança plus fort. Les pieds de la chaise se soulevèrent de la grille. Dans un dernier élan désespéré, elle jeta tout son poids sur le côté. La chaise bascula. Elle s'écrasa sur le sol métallique de la passerelle. Ses pieds ligotés donnèrent un violent coup de pied, visant la seule chose qui comptait. Son talon heurta le tibia de Luca. Il poussa un cri et trébucha. Il tendit la main pour se stabiliser, mais sa main manqua la rampe. Il gesticula, heurtant le détonateur à distance. Bip! Mais il n'appuya pas sur la gâchette. Il le fit tomber de la rampe. La télécommande tomba. Elle tomba dans les airs, de plus en plus bas, vers le sol en béton en dessous. « Non! » hurla Draven. Enzo vit la télécommande tomber. Il la vit atterrir près d'une flaque d'eau. Il ne réfléchit pas à la possibilité d'un court-circuit ou d'un déclenchement par l'impact. Il agit. Il attrapa le voyou le plus proche, l'utilisa comme bouclier humain et roula vers une pile de poutres en acier juste au moment où la télécommande touchait le sol. Clic. Silence. Elle n'explosa pas.
Le mécanisme de sécurité avait dû fonctionner, mais la distraction avait suffi. Enzo sortit une arme de secours, un petit revolver qu'il portait toujours à la cheville, et visa vers le haut. Bang! La balle atteignit Luca en plein entre les yeux. Le traître s'effondra, tomba par-dessus la balustrade et atterrit avec un bruit sourd au centre de l'entrepôt. Draven fixa le cadavre de son partenaire. Il baissa les yeux vers Enzo, qui pointait désormais son arme sur lui. « Tu as raté ton coup », grogna Draven en sortant son propre pistolet. « Je ne rate jamais mon coup », répondit Enzo. Draven eut l'air perplexe. Puis un énorme grincement métallique résonna dans l'entrepôt. La balle n'avait pas seulement tué Luca. Elle avait sectionné la conduite hydraulique de la grue, située juste au-dessus de la passerelle. Un conteneur de 2 tonnes suspendu à la grue gémit et s'écrasa. Draven leva les yeux juste à temps pour hurler. Crash! Le conteneur s'écrasa sur la passerelle, déchirant la structure métallique. Draven fut écrasé sur le cou, mais Sophia se trouvait sur la partie de la passerelle qui s'effondrait. « Enzo! » hurla-t-elle à travers son bâillon alors que le sol sous ses pieds cédait. « Sophia! » rugit Enzo. Elle tomba. Enzo sprinta à travers la pièce, ignorant la douleur dans ses côtes, ignorant les voyous restants qui fuyaient, terrifiés. Elle tombait de 6 mètres. Enzo glissa sur les genoux, les bras tendus. Ce ne fut pas une réception gracieuse comme dans les films. Elle le frappa avec la force d'un boulet de démolition. L'impact lui coupa le souffle et lui fracassa la tête contre le béton. Ils s'étalèrent en un ensemble sur le sol humide, emmêlés dans des cordes et des pieds de chaises. De la poussière et des débris se déposèrent autour d'eux. Pendant une longue minute, aucun d'eux ne bougea. Puis Enzo toussa. Il gémit en se roulant sur le côté. Il arracha frénétiquement le ruban adhésif qui recouvrait la bouche de Sophia. « Sophia, Sophia, regarde-moi. » Elle haleta, ouvrant les yeux. Elle était meurtrie, battue et terrifiée. Mais elle était en vie. « Tu es venu, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Tu es venu me chercher. Je te l'avais dit. » Enzo haleta en essuyant le sang de son œil. « Tu m'appartiens. » Il sortit un couteau de poche et coupa ses cordes. Dès que ses mains furent libres, elle jeta ses bras autour de son cou, enfouissant son visage dans sa chemise imprégnée de sang. Elle sanglotait, tout son corps tremblant. Enzo la serra fort dans ses bras et embrassa le sommet de sa tête. Il regarda autour de lui dans l'entrepôt. Des corps, des débris, le silence. Il avait gagné la guerre. Mais alors qu'il tenait la pianiste tremblante dans ses bras, il réalisa qu'il avait failli perdre la seule chose qui donnait du sens à cette victoire. « Rentrons à la maison », murmura Enzo dans ses cheveux. « Je pense que je dois trouver la clé du piano. » La convalescence ne fut pas une succession de moments romantiques. Ce fut une réalité pénible et douloureuse. Enzo Valente passa 3 jours en soins intensifs et 1 semaine supplémentaire dans une chambre privée à l'hôpital Mansi. Ses côtes étaient bandées, son épaule recousue, et sa commotion cérébrale le rendait sensible à la lumière. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la culpabilité qui le rongeait. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Sophia tomber. Sophia s'en était miraculeusement sortie avec quelques fractures mineures et de graves contusions. Elle refusait de quitter son chevet. Elle dormait sur une chaise en plastique inconfortable, mangeait à la cafétéria et lui tenait la main lorsque les cauchemars de l'entrepôt le réveillaient en sueur. Ils ne parlaient pas beaucoup de ce qui s'était passé. Le silence entre eux n'était plus pesant. C'était le silence confortable de 2 soldats qui avaient survécu à la même tranchée. Lorsqu'ils retournèrent enfin à leur appartement, l'atmosphère avait changé. Le soleil d'hiver filtrait à travers les baies vitrées, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. L'appartement ne ressemblait plus à une cage. Il ressemblait à une forteresse. Enzo marchait lentement, s'appuyant sur une canne qu'il détestait, vers le centre de la pièce. Il s'arrêta devant le Steinway. Le couvercle était toujours fermé, le clapet verrouillé. Le silence de l'instrument lui rappelait sa cruauté. « Je dois appeler un serrurier », marmonna Enzo en passant la main sur le lac noir. « J'ai jeté la clé. J'étais un monstre cette nuit-là. » Sophia s'approcha derrière lui. Elle ne le touchait pas, mais il pouvait sentir sa chaleur. « Tu as été blessé, dit-elle doucement. Tu pensais que je t'avais trahi. » J'aurais dû m'en douter. Enzo se tourna vers elle. Ses yeux sombres étaient remplis d'une vulnérabilité que le monde n'avait jamais vue. J'aurais dû savoir que quelqu'un avec ton âme ne pouvait pas la vendre pour de l'argent. J'ai laissé ma peur me rendre sourd.
Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Sofia retint son souffle. Enzo. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de bague en diamant, mais une petite clé en laiton brillant. Je ne l'ai pas jetée du balcon. Enzo avoua avec un demi-sourire penaud effleurant ses lèvres. J'ai jeté un penny, j'ai gardé la clé dans ma poche tout ce temps. Parce que même quand je te détestais, je ne pouvais supporter l'idée de ne plus jamais t'entendre jouer. Il lui tendit la clé. Ouvre-la, s'il te plaît. Sofia prit la clé. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle l'inséra dans la serrure. Clic. Elle souleva le couvercle. Les touches brillaient, l'accueillant chez elle. Elle s'assit. Cette fois-ci, elle ne joua pas une tempête. Elle joua Clair de Lune de Debussy, douce, éthérée et pleine de lumière. Alors que la musique emplissait le penthouse, effaçant les souvenirs de sang et de poudre à canon, Enzo s'assit sur le sol à côté du banc, ferma les yeux et abandonna enfin la guerre qui faisait rage en lui. 6 mois plus tard, le Carnegie Hall affichait complet. Les affiches à l'extérieur étaient simples mais percutantes. Elles représentaient une photographie en noir et blanc d'une femme au regard intense assise à un piano. Le texte disait « Le retour de Sofia Castellan ». Dans les coulisses, l'air était chargé de lac et d'énergie nerveuse. Sofia lissa sa robe, un velours bleu nuit profond qui scintillait sous les lumières. Elle se regarda dans le miroir. La jeune fille qui avait servi des tables dans la cage dorée, terrifiée par sa propre ombre, avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait traversé le feu et en était ressortie avec la torche à la main. « Tu es magnifique », dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Enzo se tenait là. Lui aussi avait changé. Son côté prédateur et acéré s'était adouci. Il portait toujours des costumes coûteux, mais il ne ressemblait plus à un homme en quête d'une proie. Il avait l'air d'un homme en paix. « Je suis nerveuse », admit Sofia en se tournant vers lui. Et s'il se souvenait du scandale? Et s'il ne voyait que la fille déshonorée du juge? Enzo s'approcha et lui prit les mains. Il embrassa ses doigts un à un. « Ils ne verront pas le passé », dit-il fermement. « Ils entendront l'avenir. Je m'en suis assuré. » « Tu n'as pas menacé les critiques, n'est-ce que bon? » Sofia haussa un sourcil, mi-sérieuse, mi-amusée. « Je n'ai pas eu besoin de le faire. » Enzo sourit. « Je viens d'acheter le journal. » Mais là n'est pas la question. Il la serra contre lui. « Tu es Sofia Castellan, mais tu es aussi la femme qui a mis la famille Valente à genoux sans tirer un seul coup de feu. Tu m'as sauvé la vie. Tu as sauvé mon âme. Cette scène est insignifiante comparée à ce que tu as déjà accompli. » Un machiniste frappa à la porte. « 5 minutes, mademoiselle Castellan. » Enzo lui serra la main. « Je serai dans la loge, au premier rang, au centre. »« Je t'aime, Enzo, » murmura-t-elle. « Je t'aime, Ilmar, » répondit-il en embrassant son front. Sofia monta sur scène. Les applaudissements étaient polis, curieux. Le public était composé de l'élite new-yorkaise, dont beaucoup avaient chuchoté au sujet du suicide de son père des années auparavant. Elle s'assit au piano. Elle ajusta le banc. Elle prit une profonde inspiration. Elle leva les yeux vers la loge privée sur la droite. Enzo était là, silhouette dans l'obscurité, veillant sur elle, son protecteur, son partenaire. Sofia sourit. Elle ne jouait pas pour les critiques. Elle ne jouait pas pour blanchir le nom de son père. Elle jouait pour l'homme qui l'avait forcée à jouer pour se moquer d'elle avant de tomber amoureux de la mélodie de son âme. Elle leva les mains. Elle commença à jouer. La musique s'éleva, puissante et triomphante. Elle racontait une histoire de perte, de peur, de violence, et finalement d'un amour qui avait défié toutes les probabilités, tandis que la dernière note résonnait dans la salle sacrée. Il y eut un moment de silence stupéfait. Puis le public explosa. Ce n'était pas seulement des applaudissements. C'était un rugissement. Les gens se levèrent. Bravos retentit. Sofia se leva et s'inclina. Elle leva les yeux vers la loge. Enzo était debout, applaudissant, le visage rayonnant de fierté. Elle avait été serveuse. Elle avait été prisonnière. Elle avait été victime. Mais ce soir-là, Sofia Castellan était la reine de New York. Et le roi applaudissait plus fort que tous les autres. Et c'est ainsi qu'un verre de scotch renversé changea l'histoire du milieu new-yorkais. Enzo Valente voulait briser Sophia Bennett pour flatter son ego, mais il a plutôt retrouvé la part d'humanité qu'il avait perdue. Cela nous rappelle avec force que la véritable force ne réside pas dans le nombre d'armes que l'on possède ou dans la puissance de sa voix.
Elle réside dans le talent que l'on possède et dans la résilience de l'esprit humain. Sophia a transformé son traumatisme en symphonie et a transformé un monstre en homme. Que pensez-vous de la transformation d'Enzo? Pensez-vous qu'il méritait une seconde chance après la façon dont il l'avait traité au début? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez aimé cette histoire de musique dangereuse et de rédemption, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.